2023, c'est l'année électorale, mesdames et messieurs. Vous le savez, la centrale électorale congolaise a rendu public le calendrier électoral pour cette année 2023. Un calendrier commenté de diverses manières au sein de la classe politique. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'innovations et la mise au point s'est penchée sur cette question pour vous éclairer. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Baptiste Itipo. Il est directeur en charge de la communication de la Commission nationale indépendante CENI. Monsieur Jean-Baptiste Itipo, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Mise au Point. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, j'étais en train de le dire tout à l'heure, la CENI a rendu public son calendrier. Ce calendrier est accueilli de diverses manières, comme toujours au sein de la classe politique. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de contraintes également. Une frange de la classe politique juge ces calendriers crispés et irréalistes. Pourquoi est-ce que la CENI a choisi de faire les choses de cette manière? Bon, je crois que ce n'est pas la première fois. Dans ce pays, un calendrier électoral ne fait pas toujours l'unanimité. Je me souviens en 2013, si ma mémoire ne me trahit pas, ou 2015, la CENI à l'époque avait publié un calendrier électoral. On avait trouvé que ce calendrier-là était partiel. Et la CENI a dû publier notre calendrier électoral et on a jugé ce calendrier-là trop global. Vous voyez? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Le calendrier, c'est un ensemble, c'est un chronogramme qui reprend un ensemble d'activités et d'opérations que la CENI seule doit, n'est-ce pas, effectuer, parce que c'est la CENI qui a la prérogative, la compétence d'organiser les élections. Et c'est la CENI qui a la prérogative, qui est habilitée à publier le calendrier électoral. Donc, les acteurs politiques et la société civile, nous sommes tous invités à suivre les calendriers publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Ceux qui jugent les calendriers d'une manière ou d'une autre, quelque part, ils contribuent à démobiliser leurs propres électeurs. Et c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. On a compris qu'est-ce qui s'est passé pendant que la CENI annonçait la machine à voter à l'époque. Les gens ont dit on ne vote pas avec la machine à voter. Et finalement, nous sommes allés voter avec la machine à voter. Donc les gens ont compris qu'il n'y avait rien de grave dans la machine à voter. Cette fois-ci, vous avez innové, même dans la manière d'enrôler les électeurs. On voit une innovation, c'est-à-dire quelqu'un peut s'enrôler à partir de chez lui. Et ici, on craint, on sent qu'il y a risque. Non, je rectifie. On ne s'enrôle pas à partir de son domicile. Mais ça se passe comment? Parce que déjà, il y a beaucoup d'inquiétudes quant à ça. Voilà, l'enrôlement va se faire selon les procédures habituelles. Mais étant donné que la durée, n'est-ce pas, que nous avons cette fois-ci pour l'identification et l'enrôlement des électeurs est de 30 jours, la CENI a développé une application de pré-enregistrement des électeurs. Ça signifie quoi? L'électeur, à partir de chez lui à la maison, peut déjà saisir sur son téléphone son nom, son poste-nom, son prénom, son lieu et date de naissance, le nom de son père et de sa mère, et il s'amène avec son téléphone au centre d'inscription de la CENI. Pourquoi? Parce que l'enrôlement des électeurs exige la présence physique de l'électeur pour le prélèvement notamment de ses empreintes digitales, la capture de sa photo. Mais cette fois-ci, il y a un élément nouveau, c'est le prélèvement également, le prélèvement de l'iris de l'électeur. Tous ces éléments-là contribuent, n'est-ce pas, à la transparence, mais aussi à l'unicité de l'électeur dans le fichier électoral. Parce qu'un électeur ne peut exister qu'une et une seule fois dans le fichier électoral. Et donc, si vos empreintes ne sont pas lisibles, mais au moins votre photo est un élément qui vous distingue d'autres électeurs. Mais également, votre iris au niveau de l'œil, ça vous distingue également d'autres électeurs. Donc, il ne s'agit pas de se faire enrôler chez soi à la maison, non,
mais c'est une application qui facilite le travail parce que nous avons constaté que nous prenons beaucoup de temps à l'enrôlement au niveau de l'identification de l'électeur. Vous arrivez, vous communiquez votre nom, on vous pose la question, mais c'est vous vous appelez comment? Itipo. Et comment vous écrivez Itipo? Déjà une minute est passée. Okay. Et puis le poste-nom, le prénom, lieu date de naissance. Il y en a même qui ne connaissent pas leurs origines, la province d'origine, le territoire. Voilà, ils viennent chercher sur place. Et donc, cette application facilite le travail au niveau de l'identification. Donc, autant dire que la CENI s'est mise à jour et a tenu à faciliter quand même aux électeurs certaines formalités liées à l'enrôlement. Bien entendu. Mais quant à ceux qui émettent de craintes sur l'identité de ceux qui vont s'enrôler à travers cette application, aujourd'hui, vous connaissez, nous sommes un pays en guerre, il faut le reconnaître. Et il y a beaucoup de risques que ceux qui veulent à tout prix participer à ces élections pour les saboter ou d'une autre façon faire pour des besoins que nous ignorons jusqu'ici, et que ceux-là, à travers une telle application, ils peuvent aussi s'enrôler. Non, comme je l'ai dit, l'enrôlement et l'identification de l'électeur se feront de la même manière que nous en avons l'habitude. Même celui qui applique l'application chez lui à la maison, chez lui au bureau ou dans sa voiture, il est obligé d'être présent au centre d'inscription de la CENI. Okay. Et au centre d'inscription de la CENI, il doit exhiber l'une des pièces qui sont exigées pour se faire enrôler. Ces pièces sont les suivantes. Il y a la carte d'électeur obtenue, délivrée par la CENI en 2016-2018. Vous voyez, il y a la carte d'élève en cours de validité, surtout pour les jeunes et le nouveau majeur. Mais s'il a amené une fausse carte, parce qu'on sait... Non, c'est la loi. La loi, ce n'est pas une fausse carte d'électeur. S'il vous plaît, une fausse carte d'électeur ne passera pas. Okay. Parce qu'il y a des cartes qu'on a fabriquées. Oui, bien entendu. Et vous me donnez là l'occasion de le dire directement à ceux qui nous suivent. Exactement. Donc, si vous avez une fausse carte d'électeur, ça ne passera pas. Le kit d'enrôlement ne va pas reconnaître cela. Parce que sur nos cartes d'électeurs, regardez dans la partie supérieure droite, il y a une série de chiffres. Okay. Ça fait 11 chiffres. Ça s'appelle NN, numéro national. D'accord? Donc, l'électeur qui arrive avec sa carte d'électeur obtenue en 2016-2018, on prélève ce numéro-là et sur le kit d'enrôlement, n'est-ce pas, son identité, ses données apparaissent. Mais c'est incomplet parce que maintenant, avec la mutualisation avec l'ONIP, on a dû ajouter certaines variables qui ne sont pas nécessairement sur la carte d'électeur. Voilà pourquoi on a développé cette application, justement pour gagner du temps. Donc l'électeur se présente au centre d'inscription le plus proche de son habitation, dans sa commune de résidence en ville ou dans son groupement à l'intérieur du pays, en milieu rural, et il s'amène avec une pièce qui prouve son identité. Et en ce moment-là, l'électeur sera identifié et enrôlé s'il remplit les conditions, n'est-ce pas, l'âge requis, mais aussi s'il a le droit d'être enrôlé. Alors, il y a également une innovation cette année, c'est que les Congolais de l'étranger vont voter. Oui. Comment est-ce que cela va se passer et ils vont voter quel candidat, par exemple? Parce que quelqu'un qui habite Nairobi, je prends un exemple, qui sera obligé, qui va participer aux élections et qu'il arrive dans le bureau de vote, il trouve une liste. Cette liste-là, ça sera des députés qui vont postuler à partir de l'étranger ou des candidats députés de l'intérieur? Très, très bonne question. Et je profite de votre question pour dire ceci. La CENI, conduite par son Excellence Denis Kadima et l'ensemble des membres de l'Assemblée plénière et du bureau, ont décidé de tenter pour la toute première fois une expérience pilote d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. J'insiste beaucoup sur le mot résident à l'étranger. Okay. Et 5 pays ont été choisis. En Afrique, nous n'avons qu'un seul pays, l'Afrique du Sud. Et en Europe, nous avons 2 pays, la Belgique et la France.
Et en Amérique, nous avons également 2 pays, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Ils commenceront d'abord par l'identification et l'enrôlement pour obtenir la carte d'électeur. Et comme vous le savez, en République démocratique du Congo, la carte d'électeur est l'unique document qui nous permet d'exercer notre droit de vote. Donc ils vont voter. Ils voteront pour qui? Ils participeront d'abord à l'élection présidentielle. Parce que dans ces pays étrangers-là, nous n'avons pas de circonscription électorale pour la députation nationale ou la députation provinciale. Donc à l'étranger, on vote selon la loi électorale pour l'élection présidentielle. Et si quelqu'un qui habite l'un de ces pays que je viens de citer, l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, le Canada ou les États-Unis, veut postuler comme à la députation nationale ou provinciale, ou même comme conseiller au niveau des communes, ou plus tard au niveau des élections locales comme conseiller des secteurs ou des chefferies, et pourquoi pas. Donc celui-là sera obligé de rentrer au pays pour postuler. Pour postuler. Et même celui qui veut devenir candidat président de la République, il est libre de postuler. Donc, en ce qui concerne la démarche pour postuler à la députation, que ce soit nationale ou législative provinciale, il faut absolument être au pays. Oui. Donc, à l'étranger, on ne peut pas postuler. Non, parce qu'il n'y a pas de circonscription électorale pour la députation nationale ou provinciale. Lorsqu'on parlait ici de l'enrôlement, vous avez évoqué un élément, que lorsque quelqu'un s'enregistre à partir de cette application que vous avez mise en place, plus tard, il doit s'amener avec une carte, l'une des cartes d'électeurs que vous avez octroyées aux électeurs les années précédentes. Alors, pour ceux qui sont de l'étranger, par exemple, qui n'ont jamais été aux élections et qui ne se sont jamais fait enrôler, comment vont-ils procéder et sur base de quoi vous allez attester que c'est un Congolais? Ah, très très bonne question. J'ai insisté sur la notion de résidence. Ils doivent présenter l'une des pièces qui prouve effectivement sa résidence. Ça peut être une carte de séjour en cours de validité. Et cette carte doit être présentée avec une autre pièce pour justifier sa résidence. Et ici, nous insistons beaucoup sur la notion de résidence parce que nous avons besoin uniquement des Congolais et pas de ceux qui ont changé la résidence. D'accord? Parce que ceux qui ont changé de résidence, il habite l'Afrique du Sud, il est devenu, il a la nationalité sud-africaine. Et comme la loi le dit, la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc on ne peut pas détenir la nationalité congolaise et à côté on a une autre nationalité. Donc lorsqu'on est détenteur d'une autre nationalité, on perd son droit de vote. On ne vient même pas parce qu'on n'est plus congolais. On n'est plus congolais. Donc n'est concerné que le Congolais résident à l'étranger. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées. Hormis la carte de résidence, y a-t-il un autre document? Parce qu'il faut attester d'abord, il faut prouver que vous êtes Congolais. Oui. Et que vous résidez ailleurs. Oui. Y a-t-il un autre document qui est recommandé ou il faut tout simplement apporter la carte de résidence? Non, il y a une carte de résidence et je crois qu'il y a une carte, ça peut être consulaire, le terme m'échappe. Soit le passeport peut tenir lieu de... Bien entendu, mais surtout la résidence. La pièce qui prouve que vous êtes résident, effectivement, dans ce pays-là. Okay. Oui. Alors, lorsque vous avez publié, lorsque la CENI, à travers son président, a publié ces calendriers, il y a 2 partis politiques qui ont réagi, principalement ceux de l'opposition qui ont estimé que vous préparez une tricherie, une vaste tricherie. Il y a même le PPRD, pour ne pas le citer, qui a dit qu'ils n'iront jamais aux élections avec cette CENI qu'il qualifie de l'union sacrée. Bon, écoutez, nous... Comment est-ce que vous allez faire pour mettre tout le monde d'accord et que finalement qu'on aille aux élections apaisées? C'est une bonne question, mais la CENI n'entre pas dans des polémiques. Nous venons pour informer la population sur ce qui se passe. Il y a eu un moment, tout ce que je peux dire, il y a eu un moment où les personnalités devant être membres de la CENI ont été, n'est-ce pas, désignées au niveau des composantes et puis entérinées au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis il y a eu
l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, je n'entre pas dans ces débats-là. Nous avons un bureau qui est en place, nous avons une plénière qui est en place, et la CENI fonctionne. En tout cas, la CENI n'entre pas dans des polémiques de ce genre-là. Il faut laisser cela à la classe politique. On laisse cela à la classe politique, oui. Mais il y a également les contraintes que le président de la CENI a présentées au président de la République. Il y en a 6, si je ne m'abuse pas. Il y a une contrainte liée à la sécurité, aux infrastructures, à la logistique, à la promulgation d'abord de la loi, à l'adoption et la promulgation de la loi sur la répartition des sièges, mais il y a également une contrainte liée au financement. Comment est-ce que vous allez vous y prendre si jamais l'une des contraintes persistait et que vous mettez à mal pour l'organisation et la tenue des élections? Bon, je dois vous dire la vérité que ces contraintes-là n'ont pas été énumérées au hasard. Ce sont des réalités de terrain. Pendant que je suis avec vous, j'ai reçu une image qui provenait du secrétariat exécutif provincial de la CENI dans la province du Congo central. Okay. C'est proche de Kinshasa. Mais on a montré la route Kimvula. Je ne sais pas si vous... Impraticable. Okay. Vous voyez, les collègues qui sont partis ont fait pratiquement 2 jours pour atteindre Kimvula. Vous voyez, ça c'est une réalité de terrain. Ça peut retarder le processus de déploiement du matériel et même du déploiement du personnel. C'est une réalité. Si vous allez dans la province de la Chuapa, des routes sont impraticables presque un peu partout. Et ça ne relève pas de la CENI. La CENI tire la sonnette d'alarme pour demander aux autorités compétentes de prendre bien soin de ces contraintes-là. D'accord. Mais la CENI dit ceci. Ces contraintes-là, on les transforme en défis opérationnels. En défis opérationnels. Il y a par exemple la contrainte d'ordre financier. Il appartient donc au gouvernement. Jusque-là, c'est le gouvernement qui finance la CENI, qui finance les opérations électorales. La CENI, son Excellence le Président l'a dit, n'a rien reçu des partenaires. Et même ceux qui écrivent financent, par exemple, la société civile. Donc pour les États-Unis qui ont chanté ou dit avoir donné près de 400 millions de dollars à la CENI, n'ont rien donné. Non, peut-être qu'ils ont financé, ils sont en train de financer la société civile. Non, ils parlent de la CENI. Mais la CENI n'a rien reçu. Des élections. Le président l'a bien dit, la CENI n'a rien reçu. Non, est-ce que c'est le président qui l'a dit ou c'est vous-même de la CENI qui disait ceci? Non, écoutez, le président, la voix autorisée de la CENI, c'est celle de son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Ah, ok. Vous parlez du président de la CENI, pas celui de la République. Le président de la CENI. Okay. Il a très bien dit que jusque-là, la CENI n'a reçu aucun rond des partenaires extérieurs, mais qui ont promis également d'appuyer le processus. Peut-être qu'ils appuient la société civile, d'accord. C'est une très bonne chose pour la sensibilisation. Mais dire qu'il y a un partenaire qui a financé directement la CENI, il n'en a pas encore. Peut-être que ça viendra. Et ici, alors qu'il est, la CENI est déjà financée à quelle hauteur, par exemple? Disons que tout ce que la CENI est en train de faire et de faire maintenant, c'est grâce au financement obtenu du gouvernement de la République. Est-ce que le financement obtenu jusqu'ici vous permet, et lorsque vous regardez devant l'avenir, promet qu'il y aura réellement une élection, parce qu'il y en a qui ne croient même pas à ces élections? Le gouvernement est conscient d'organiser les élections. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je parle pour le compte de la CENI. Exactement. La CENI tient au respect du délai constitutionnel. Et le président de la CENI l'a dit que dans la tête, dans le vocabulaire de la CENI, il n'y a pas le mot glissement. Le mot glissement n'existe pas. Donc nous travaillons nuit et jour. Je vous invite même parfois de venir au siège de la CENI, voir comment nous travaillons. Nuit et jour, il y a des équipes qui travaillent. Nuit et jour. Que ce soit ici, au niveau du siège, que ce soit au niveau des démembrements, il y a des collègues qui travaillent nuit et jour. Nous sommes là pour tenir un seul jour. La population doit comprendre ça. Tout ce que nous faisons maintenant là, c'est pour tenir un seul jour, c'est-à-dire le jour de scrutin. Et d'après le calendrier qui a été publié, ce jour de scrutin a été fixé au 20 décembre 2023. Tout ce que nous faisons maintenant, et même cette émission, c'est justement pour tenir un seul jour.
le 20 décembre 2023. 23. Alors, il y a également cette contrainte liée à la sécurité. Il y a beaucoup de parties de notre pays qui sont en proie à l'insécurité actuellement, principalement l'Est du pays. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Est-ce que nous irons encore aux élections comme ce fut le cas en 2018 sans d'autres parties du pays, ou vous comptez contourner cette situation pour que finalement tout le monde participe aux élections? Bon, la prière de tout Congolais est pris de paix et de justice, et que notre pays retrouve la paix sur l'étendue du territoire national. Vous savez qu'il existe des institutions compétentes qui ont la charge constitutionnelle, n'est-ce pas, de rétablir la paix. La CENI en sera l'une des plus grandes bénéficiaires de cette paix pour lui permettre d'organiser les opérations électorales dans cette partie du pays qui est aujourd'hui troublée. D'accord? Donc, nous prions tous pour que la paix revienne dans la partie de notre pays ou dans les parties de notre pays qui sont aujourd'hui, qui vivent dans l'insécurité. Et nous espérons que d'ici le temps qui nous reste pour arriver, n'est-ce pas, aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays, et plus tard, le temps qui nous reste pour arriver au scrutin, la paix va revenir dans notre pays. Nous prions beaucoup pour ça. Et ça doit être la prière de tout Congolais. C'est un vœu, mais je me demande ici, au cas où cette partie ou ces partis qui sont aujourd'hui sous l'emprise de l'ennemi, ou encore qui sont instables sur le plan sécuritaire, au cas où cette situation persistait. Donc nous irons aux élections sans ces partis de la République. Je l'ai dit qu'il est très tôt de le dire. Il est très tôt de le dire. Laissons le temps au temps. D'accord? Laissons le temps au temps. Il est vraiment très tôt de le dire. Nous avons encore peut-être 12 mois et demi pour arriver au scrutin. Laissons le temps au temps. Vous êtes un organe délibérant. Vous êtes un organe qui tient à ce que l'équilibre, l'indépendance, la transparence au travers des élections soient maintenus. Aujourd'hui, vos partenaires sont des partis politiques. Lorsque l'un de vos partenaires ou certains de vos partenaires se sentent lésés par votre façon de gérer ou encore par ce que vous venez de mettre en place, parlons du calendrier, que faites-vous? Comment est-ce que vous organisez les choses à l'interne pour que ceux qui sont lésés se sentent finalement confiants? Parce que vous avez besoin de cette confiance pour organiser les élections. Parce que ceux qui postulent ou les membres qui postulent appartiennent à des partis politiques, quand bien même il y a aussi des indépendants. Mais si aujourd'hui l'un des membres, l'un des partenaires se sent lésé, comment est-ce que la CENI fait pour que tout le monde se sente en sécurité et aille aux élections? Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes. Le plus essentiel, la CENI organise des cadres de concertation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Avec la nouvelle équipe conduite par son Excellence Denis Kadima, la CENI, à ma mémoire, a déjà organisé quelques cadres de concertation avec les partis et les regroupements politiques, mais aussi avec la société civile dans sa plus grande diversité. Il y a même des réunions qui se tiennent. Hier, il y avait un cadre des échanges entre la CENI et les confessions religieuses. Donc, c'est presque chaque jour que la CENI échange avec les différentes parties prenantes de manière structurelle ou de manière vraiment non structurelle. Il y a des échanges, il y a des partis politiques qui sont reçus au siège de la CENI. C'est celui qui se sent, n'est-ce pas, concerné ou lésé, qui doit aussi faire la démarche pour venir du côté de la CENI. C'est aux partis concernés de saisir la CENI ne ferme pas ses portes. Voilà. Les portes de la CENI sont largement ouvertes pour recevoir tout le monde. Tout à l'heure, j'ai dit, je vous ai même invité de venir voir comment est-ce que nous travaillons. Ouais. Donc les portes de la CENI sont largement ouvertes pour recevoir tout le monde, pour échanger. Et lors de ces différents cadres de concertation, il y a toujours un moment d'échange, un moment de questions et de réponses. Les parties prenantes exposent leurs problèmes à la CENI
Et la CENI fournit, n'est-ce pas, des éléments de réponse. Ils font même des propositions et la CENI apprécie ces propositions et parfois la CENI adopte ces propositions et les met en pratique. Donc les échanges sont là parce que la CENI n'organise pas les élections pour elle-même, la CENI. Personne parmi nous ne sera candidat, vous le savez. Ni le président de la CENI, ni les membres du bureau de la plénière. Et la loi est même plus forte. Tout agent, même le chauffeur de la CENI, personne ne peut être candidat, n'est-ce pas, aux élections. Donc nous organisons les élections pour les parties prenantes. Alors, il y a parmi les revendications, ça peut paraître marrant, mais c'est quand même à prendre en compte. L'un des acteurs de l'opposition évoque le fait que vous ayez calé la date du 20 pendant, c'est au courant de la semaine, c'est pratiquement un jour ouvrable, ce sera un mercredi. Et on estime qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme mouvement en République démocratique du Congo, quand vous organisez les élections pendant un jour ouvrable, c'est quasiment impossible pour certaines personnes qui sont tenues par des devoirs professionnels ou encore familiales. Et on estime qu'ici, c'est aussi une façon de décourager d'autres électeurs. Mais pourquoi avoir choisi cette date? Est-ce qu'il y a une explication par rapport au choix de la date? La date, elle est constitutionnelle. Je vous ai dit, la Constitution fixe, impose même à la CENI cette date-là. Il faut organiser, la date du 20. Il faut convoquer l'électorat, n'est-ce pas, 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Et si c'est un mercredi, où est le problème? Le gouvernement de la République, le moment venu, prendra certainement des dispositions pour faire de cette journée-là une journée chômée et payée. Certainement, il y aura des... Quel est ce jour de la semaine où les gens n'ont pas de occupation? Savez-vous qu'il y a des gens qui travaillent même le dimanche? Ça, on le sait. Bien sûr. Il y a parmi nous des collègues, des compatriotes plutôt qui travaillent même le dimanche. Il n'y a aucun jour où les gens n'ont pas d'occupation. Donc, ce jour-là est choisi en tenant compte des délais constitutionnels qui sont imposés par la Constitution de la République, mais aussi par la loi électorale. Alors, nous sommes plus ou moins servis. Alors, ceux qui continuent à persister dans leurs doutes estiment que les élections de 2018 étaient chaotiques. J'espère que vous étiez, après la tenue des élections de 2018, vous êtes passé à l'évaluation. Et lorsqu'il y a de réclamations ou des revendications, vous devez en tenir compte. En 2018, on a déploré le fait que les résultats n'ont pas été publiés bureau par bureau. Est-ce que cette fois-ci, la CENI sera en mesure de publier bureau par bureau et puis tenir compte de toutes les revendications qui ont eu lors des élections passées, de 2018? La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, si vous lisez la loi électorale telle qu'elle a été modifiée, c'est même une obligation. Le législateur fait... Pourtant, on a déploré que ça n'a pas été fait. Non, le législateur, actuellement, je vous l'ai dit, le législateur fait obligation à la CENI de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est une obligation. C'est même écrit dans la loi. La CENI est obligée. Est obligée. Il n'y a pas que cela. La CENI est obligée de publier, par exemple, la cartographie des bureaux de vote 30 jours avant la campagne électorale. Il y a plusieurs obligations qui sont faites, n'est-ce pas, à la CENI. La CENI est obligée, lorsque vous, en tant que journaliste ou média, vous sollicitez l'accréditation à la CENI ne vous accorde pas cette accréditation, la CENI est obligée, n'est-ce pas, la CENI de justifier pourquoi l'accréditation ne vous est pas accordée. Vous voyez donc, la loi électorale actuelle impose un certain nombre d'obligations, des devoirs à la Commission électorale nationale indépendante. Et parmi les obligations, il y a également, lorsque vous êtes candidat ou vous voulez être candidat et que vous occupez des fonctions de l'État, vous devez démissionner. Ceci est dit même dans la loi. Mais on a vu en 2018 beaucoup de candidats qui étaient ministres et autres se présenter
Prenons par exemple le cas de président de la République. En 2011, on a vu Joseph Kabila être candidat, mais sans pour autant démissionner. Est-ce que cette disposition s'applique? Est-ce que la CENI a le devoir de la faire respecter ou on dit carrément que c'est... La loi n'interdit pas. La loi n'interdit pas. Nous devons apprendre à lire la loi. La loi n'interdit pas au président en exercice de postuler. Il va démissionner pour laisser une vacance à la tête de l'État? Ça n'existe pas. Que ce soit en France ou partout ailleurs, le président en exercice a la possibilité de postuler. Mais qui sont tenus de démissionner avant de postuler? Il y a une catégorie de fonctionnaires de l'État, c'est repris dans la loi. Il y a même ceux-là qui sont frappés d'inéligibilité. Et donc, il y a des catégories qui existent dans la loi électorale. Ça, ce sont des choses qui vont arriver pendant que nous serons pendant la période de dépôt des candidatures. Mais maintenant, nous sommes pendant la révision du fichier électoral, l'enrôlement et l'identification des électeurs. Et c'est très important pour les électeurs qui nous suivent d'avoir des informations sur l'enrôlement que sur les candidatures. Et donc, si vous avez des préoccupations sur les candidatures, le moment venu, lorsque la CENI va convoquer l'électorat, c'est en ce moment-là qu'on va procéder à l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures. Et là, on peut traiter aisément de ces questions-là. Mais pour l'instant, en tout cas, j'estime que les électeurs, ceux qui nous suivent, ont intérêt à apprendre comment va se dérouler l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Alors, parce que vous êtes la voix autorisée de la CENI pour nous fournir certains éléments de réponse sur les inquiétudes de la population, que ce soit de la classe politique, nous en profitons pour vous poser certaines questions. On a vu lorsque le président de la CENI a été désigné, Denis Kadima, il y a eu beaucoup de contradictions au sein de la classe politique et plus tard, par des explications, que ce soit de certaines voix de la CENI, on a fait comprendre que le fonctionnement de la CENI est organisé tel que le président ne décide pas seul. Comment se déroulent les choses à l'interne? Parce qu'il y a ceux qui craignent, étant donné que le président de la CENI est du même espace géographique que le président de la République, ceci pourra occasionner certains gestes de faveur en faveur, permettez-moi la tautologie, du président de la République. Comment les décisions sont-elles plutôt prises au sein de la CENI? Et qui décide au sein de la CENI? Est-ce c'est le plénière ou le président? Non, l'organe de décision à la CENI, c'est l'Assemblée plénière. Okay. Et l'Assemblée plénière comprend les 15 membres de la CENI. La CENI a deux organes principaux, l'Assemblée plénière, et puis il y a le bureau qui est comme l'organe d'exécution des décisions de l'Assemblée plénière. Ça signifie que le président ne décide pas seul, il décide, le président ne décide même pas, c'est l'Assemblée plénière qui décide. Hein? C'est l'Assemblée plénière qui décide et les décisions sont prises de manière collégiale au sein de la CENI. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais s'il ne décide pas, il sert à quoi le président de la CENI? Le président coordonne les activités. Il coordonne les activités de tous les autres membres de la CENI et coordonne les activités de la CENI. Mais la décision, l'organe de décision et d'orientation, c'est l'Assemblée plénière de la CENI. Et l'organe d'exécution, c'est le bureau. Et à la tête du bureau, il y a le président et les autres membres qui constituent le bureau de la CENI. Mais à côté de tout cela, il y a aussi un secrétariat exécutif national. Auquel vous appartenez? Oui, moi je suis du secrétariat exécutif national. Ok, il y avait une contradiction entre le ministère des Finances et la CENI sur la dotation, encore le financement pour l'achat, que ce soit de véhicules ou encore d'autres matériels. Comment est-ce qu'il s'est arrivé, il est arrivé plutôt que vous soyez en contradiction? Est-ce que c'était une exagération comme on l'a entendu dans le média ou c'était tout simplement une erreur de lecture? Non, je pense que la situation est arrivée à un moment donné de l'évolution des activités électorales et au jour d'aujourd'hui, on n'en parle plus. Je ne vois aucun intérêt de revenir sur ça parce que la situation est passée depuis il y a longtemps et au jour d'aujourd'hui, la CENI dit que le gouvernement seul finance le processus électoral et la CENI, tout ce qu'elle demande, que ce financement-là arrive, n'est-ce pas, à bonne date pour permettre à la CENI d'avancer dans les préparatifs des élections. Jusqu'ici, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu clairement, c'est sur le financement. Vous êtes déjà financé à quelle hauteur? On peut évaluer combien de pourcentages
Et ce qui reste, est-ce que vous êtes à mesure de dire que, bon, voilà, si à ces niveaux, on nous accorde autant de pourcentages sur le financement, on peut tenir des élections dans le délai? Je pense que cette question-là mérite d'être posée au président de la CENI. Moi, je suis agent, je suis cadre de la CENI. Je ne participe pas à la gestion quotidienne de la CENI. Ouais, je ne participe pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ce que le président a dit devant les mandataires des partis politiques et devant la société civile. Il a bien dit qu'au jour d'aujourd'hui, seul le gouvernement de la République finance les activités opérationnelles de la CENI. Et si la CENI a à se plaindre, elle se plaindra auprès du gouvernement. Mais pas ici, au niveau du plateau de la télévision. D'accord. Alors revenons à l'enrôlement, aux opérations liées à l'identification et à l'enrôlement. Il y en a qui déplorent les délais fixés pour les opérations d'identification et d'enrôlement. Qu'est-ce qui justifie ces délais qui semblent ne pas satisfaire certaines personnes, certains compatriotes? Bon, écoutez, en matière de délai, on peut même dire, avec le bureau sortant, l'enrôlement a commencé le 31 juillet 2016 et l'enrôlement a pris fin le 31 janvier 2018. Si vous calculez, c'est au-delà d'une année. Mais il y a eu toujours des gens qui se sont plaints, qui n'ont pas eu suffisamment du temps. Mais est-ce que cette fois-ci, vous ne trouvez pas que ça va S'il vous plaît, que je vous réponde. Avec le bureau conduit par le pasteur Ngoye Mulunda, il est arrivé, on avait déjà commencé l'enrôlement, je crois, Congo central, Maniema, en 2010, et puis on est allé finir en 2011. D'abord, il n'y a aucune loi qui fixe le délai de la période d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'est la CENI qui apprécie. Et je crois que c'est conforme, si ma mémoire ne me trahit pas, à l'article 38 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. C'est la CENI qui fixe les délais. Et la CENI nous dit cette fois-ci... Elle fixe sur base de quoi? Attendez, sur base des critères qui sont objectifs, notamment le temps. Le temps n'est pas avec nous. Le temps n'est pas notre allié. Et donc, on a fixé l'enrôlement pour 30 jours dans les différentes aires opérationnelles. Et la CENI a organisé cette opération en 3 aires opérationnelles. Nous avons la première aire opérationnelle qui comprend 10 provinces qui sont les suivantes: Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tchapa. L'enrôlement dans ces 10 provinces commence le 24 décembre 2022. Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre. Donc, dans plus ou moins 18 jours, nous commençons la collecte des données des électeurs dans ces provinces. Et cela va durer 30 jours. Ça signifie que la fin est programmée le 23 janvier 2023. Mais la CENI ne va pas attendre que l'on termine l'enrôlement dans ces provinces-là pour commencer ou lancer l'enrôlement dans les autres provinces, qui constituent la deuxième ère opérationnelle. Et si vous le permettez, je vais jeter un coup d'œil dans le calendrier qui a été publié. Pour ces deuxième ère opérationnelle, l'enrôlement va commencer le 25 janvier 2023. Ça, c'est quelle heure opérationnelle? La deuxième ère opérationnelle, qui comprend les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, mais aussi l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Dans ces provinces et ces 3 pays, l'enrôlement va commencer le 25 janvier 2023 et prendra fin le 23 février 2023, 30 jours. Et la dernière ère opérationnelle, qui comprend les provinces de Bazouélé, Otuélé, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, avec 2 autres pays, le Canada et les États-Unis. L'enrôlement va commencer le 16 février. C'est-à-dire que pendant que l'enrôlement se déroule dans l'AO2, la deuxième ère opérationnelle, il commence le 16 février 2023 et il va se terminer le 17 mars 2023. 30 jours. Ça signifie quoi? C'est un défi collectif. Et toutes les parties prenantes, surtout les partis politiques, mais aussi la société civile, les confessions religieuses,
les médias, chaque partie prenante doit jouer sa partition. Imaginez qu'un dimanche ou un vendredi dans des mosquées, que l'on annonce que l'enrôlement commence tel jour et prendra fin tel jour. Pour se faire enrôler, il faut avoir une pièce qui va justifier, prouver votre identité. D'accord? Le message va atteindre un grand nombre. C'est ainsi que la CENI invite les différentes parties prenantes, les confessions religieuses, les partis politiques, les médias à sensibiliser la population. Et d'abord, une information importante, avant d'aller au centre d'inscription de la CENI, vous devez avoir des informations sur votre identité, votre nom, votre poste-nom, votre prénom, lieu et date de naissance, le nom de vos parents, père et mère, territoire d'origine, province d'origine, secteur. Il y a beaucoup de gens qui ignorent cela. Et cela permet, lorsque vous arrivez au centre d'inscription de la CENI, vous avez ces éléments, votre identification va être beaucoup plus rapide. Mais à l'époque, il y avait aussi d'autres territoires qui n'apparaissaient pas. Non, tous les territoires existent. Mais quand vous arrivez vous-même, vous donnez le nom d'un territoire qui n'existe pas. L'opérateur de saisie commence à chercher. Tous les territoires, toutes les provinces de la République sont dans notre base de données. Même tous les électeurs enrôlés en 2016-2018. Vous arrivez avec votre carte d'électeur, il suffit de présenter votre numéro national là, on peut vous identifier. Alors, il y a une dernière question pour finir complètement cette émission, c'est sur base de quoi vous attribuez les centres d'enrôlement? Parce qu'il y a eu une polémique sur ça. On a estimé qu'il y a d'autres provinces qui en ont eu plus que certaines. Et comment ça s'est fait, comment la répartition de bureaux ou des centres d'enrôlement? Ceux qui nous suivent doivent retenir ceci. Dans le souci de rapprocher les électeurs des centres d'inscription, la CENI a augmenté le nombre des centres d'inscription, qui passe de 17 000 et quelques pour 22 000 et quelques. Je n'ai pas de chiffre exact en tête. Donc, soit une augmentation de plus ou moins 30%, 34%, qui voisine comme ça. Et cette augmentation bénéficie à toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Pour fixer un centre d'inscription, il y a des critères. Il y a des critères liés à la démographie. Il y a les critères liés à la présence d'obstacles. Ça peut être des obstacles naturels ou même physiques. Ça peut être un cours d'eau. Je prends l'exemple de la ville de Kindu. Kindu est séparée par le fleuve Congo. Une partie sur une rive, une autre partie sur l'autre rive. On ne peut pas mettre tous les centres d'inscription de Kindu sur une rive. Non. On doit les mettre de part et d'autre pour éviter que les gens traversent. Et en traversant, il y a des noyades, il y a des dangers qui arrivent. Ça peut être des montagnes, le relief qui rend, n'est-ce pas, inaccessible un coin donné. Mais ça peut être aussi les conflits intercommunautaires. Nous savons qu'il existe des conflits entre certaines communautés. Donc, c'est pas aller s'enrôler dans l'autre communauté. Voilà, ne peut pas aller dans l'autre communauté, etc. Et nous avons la cartographie de tout cela. Nous avons la cartographie des conflits communautaires. Il y en a plus ou moins 8000 et quelques dans ces pays. Donc nous avons toutes ces cartographies et la CENI fonctionne de cette manière-là pour fixer, pour implanter les centres d'inscription. Et d'ailleurs, cette cartographie venait d'être actualisée. C'est pour justement répondre aux besoins de diminuer les distances. La distance moyenne, c'est 10 km. Nous ne voulons pas que l'électeur aille au-delà de 10 km. Mais il faut reconnaître aussi que dans ces pays, il y a aussi des vastes étendues, parfois inoccupées, où vous trouvez juste un petit village qui n'a même pas 1000 habitants, qui n'a même pas 100 habitants. Donc on ne peut pas quand même aller mettre un centre d'inscription là-bas parce qu'il y a un coût derrière tout cela. Ok, merci beaucoup M. Jean-Baptiste Etipo. Merci. Je rappelle ici que vous êtes directeur en charge de la communication de la centrale électorale. C'était un plaisir d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir édifié la population. Oui. Tout ce que nous pouvons vous demander, chers amis, c'est d'aller vous faire enrôler. Vous avez suivi Monsieur le directeur de la communication. Moi, je vous fixe le rendez-vous très prochainement. Sachez que le pays est en guerre
et tout le monde doit adopter une attitude positive pour soutenir nos forces armées. Madame, Monsieur, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.